Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45 chaque 4e samedi du mois pour notre nouveau rendez-vous mensuel. Cette année, le focus de nos émissions sera de suivre au plus près l'économie et l'actualité pour voir comment ces sujets viennent impacter votre réflexion professionnelle ou votre recherche d'emploi. Aujourd'hui, le cœur de l'actualité, ou de notre actualité en tout cas, sera la loi Pacte. C'est un événement marquant de cette rentrée, dont l'examen a commencé à peu près l'année dernière, avec des thèmes abordés qui sont extrêmement divers concernant l'entreprise. La création, la croissance, la transmission des entreprises, leur financement, la simplification des mesures administratives, la numérisation, l'innovation, la conquête internationale. Et surtout, un thème qui est tout à fait nouveau, qui est celui du partage de la valeur et de l'engagement sociétal des entreprises. C'est ce sujet précisément que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui. Chaque thème a été confié à des gens à la fois faisant partie du gouvernement ou des instances et des personnes qui sont aussi issues de la compagnie civile et des chefs d'entreprise. Mon invité aujourd'hui est Philippe Peuch-Lestrade, qui a travaillé en amont de ces binômes et je vais l'interroger sur l'impact réel que cette loi va avoir pour vous qui travaillez en entreprise, qui pensez créer ou qui pensez reprendre une entreprise. Philippe Peuch-Lestrade, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord de vous prêter à cette interview croisée avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander peut-être de vous présenter parce que vous avez de multiples activités et vous avez eu pas mal d'impact ou au moins pas mal de support dans la façon dont cette loi a été mise en place. Alors je vais peut-être vous laisser vous présenter et nous donner une idée de quelle est la genèse de cette loi, comment elle a été mise en place, qui est, je crois, de façon relativement innovante, quels sont les sujets aujourd'hui qui sont toujours en discussion, pour qu'enfin on arrive à notre sujet de deuxième partie, qui sera son impact sur l'engagement sociétal. Merci. Alors, effectivement, je suis impliqué dans ces réflexions et ces travaux, en fait, depuis plus longtemps que la genèse de la loi Pacte. J'ai commencé à regarder de près ces questions-là au niveau international dès 2012, au sein d'une instance qui s'appelle International Integrated Reporting Council, qui regroupe un certain nombre de parties prenantes à côté de grandes entreprises pour refaire l'univers de l'entreprise et faire en sorte que l'entreprise soit à la fois inclusive sur le plan social et sociétal et respectueuse d'une double contrainte, une contrainte financière de performance et une contrainte de durabilité vis-à-vis de la planète, pour faire court. Dans cette optique, ont été créées dans la foulée un certain nombre d'initiatives, dont en France en 2017, le lancement de l'Institut du capitalisme responsable qui regroupe un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises principalement, mais aussi des start-up, et auprès duquel il y a un collège d'experts que j'ai rejoint, et je suis devenu d'ailleurs parallèlement le directeur général délégué de cet institut. Enfin, j'enseigne à Paris et à Lille sur ces sujets de gouvernance et de responsabilité sociale qui sont dorénavant au cœur de la refondation du capitalisme, tant en France qu'à l'étranger. Quelle a été la genèse de cette loi et pourquoi est-ce qu'elle s'est faite de façon tout à fait nouvelle ? Alors, deux questions, donc deux parties de réponse. D'abord, la nouveauté de cette loi, c'est d'appliquer en France des principes qui existent à l'étranger, notamment aux États-Unis, qui ont été mis en forme sous la présidence de Barack Obama aux États-Unis. C'était une initiative qui s'appelait Open Government Initiative, qui repose sur 3 piliers. La transparence, c'est-à-dire que tout acte de genèse législative qui engage la collectivité, tout acte doit être transparent et chacun doit pouvoir avoir accès à tout ce qui s'est dit, écrit, interagir, etc. Deuxièmement, fort de ça, c'est la participation. D'où on verra la mise en place de consultations citoyennes, comme ça existe déjà d'ailleurs un peu en France dans les communes, où il y a beaucoup de consultations, notamment à Paris, où nous sommes physiquement aujourd'hui. Troisième étape, troisième pilier, la collaboration avec les composantes de la société civile et pas uniquement avec tel ou tel lobby intéressé par cette loi.
Donc voilà l'originalité de la PACT. Comment ça s'est concrétisé pour PACT, pour ce projet PACT, qui était un engagement très tôt confirmé du président Macron. Première phase, entre octobre et décembre, la consultation au Parlement avec 6 groupes de travail co-animés chefs d'entreprise parlementaires, 628 rencontres. On s'intéressera par la suite, si vous êtes d'accord, au groupe qui a travaillé sur la gouvernance et la refonte de l'entreprise et non pas les privatisations d'entreprises publiques, les guichets uniques. Dont on va entendre parler dans l'actualité très rapidement de toute façon. Toute une série d'autres textes. Donc ces 6 groupes ont remis des rapports. D'accord, celui qui s'intéressait à la gouvernance était co-animé par Stanislas Guerini, député de Paris, et par Agnès Touraine, la présidente de l'Institut français des administrateurs. La deuxième phase, ça a été, suite à un travail fait par les services de Bercy, entre janvier et février, une plateforme numérique, avec un certain succès, 7700 participants très exactement, 63 000 votes, parce qu'il y avait tas de propositions, et 12 000 propositions supplémentaires formulées par les répondants. Bon, c'était un peu un patchwork, et donc le gouvernement, sur la partie dure et clivante, qui était la réforme de la gouvernance d'entreprise, a décidé de confier à 2 personnalités, Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, et Nicole Notard, patronne de Vigéo, ancienne responsable de la CFDT, une consultation auprès d'experts et un rapport qui a été sorti qui a fait un certain nombre de bruit. Et puis, fort de tout ça, après, maintenant, il y a le travail législatif qui est en cours, dont on ne sait pas où il s'arrêtera, tellement il y a de nombre de propositions, et tellement sur chacune des propositions... Il y a des débats. Il y a à la fois des surenchères de certains et des freins énormes de l'autre. Et puis après, je vous rappelle, à l'Assemblée, il y aura un vote, et puis après, ça ira au Sénat, qui n'a pas la même sensibilité politique, etc. Donc voilà où on en est. Alors moi-même, effectivement, j'ai été impliqué dans les 3 phases que j'ai évoquées sur la partie gouvernance et notamment grande discussion dans le rapport, pour le rapport Nota-Sénat. Alors quel est l'impact, quelles sont les nouveautés sur la gouvernance de l'entreprise ? Il y a des points qui sont tout à fait majeurs qu'on n'avait pas évoqués préalablement. Alors dans les points, effectivement, dans les points de gouvernance, c'est-à-dire la façon de piloter l'entreprise, il y a du fond et de la forme. Alors, je préfère parler d'abord du fond, parce que ça explique la forme, le besoin de changement de la forme. Alors, le fond, c'était un paradoxe français, c'est que l'entreprise, en France, n'est pas définie. Et donc, il y a une confusion juridique même entre l'entreprise et la société. Alors, quand on regarde la société, il y avait une définition de la société post-révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle est inscrite dans le Code civil par Napoléon. Pour faire court, une entreprise appartient à ses actionnaires qui en partagent le profit. Sauf que le mot entreprise n'est pas mis. Je simplifie ce qui est mis. Donc, cela a été contesté par beaucoup de juristes depuis un certain temps. D'abord, cette confusion société-entreprise. Et d'autre part, cette réduction de l'économie et de la création de valeur, qui est un mot que vous avez prononcé, la création de valeur à la seule fin de satisfaire des actionnaires. Donc, ce qui a été proposé par tous ces travaux, et ce qui est aujourd'hui inscrit et acté quasiment dans cette loi PACT, parce que même les opposants s'en fait une raison, c'est d'élargir le fameux article 1833 du Code civil, au-delà des actionnaires. Je ne le connais pas par cœur, je ne suis pas juriste, mais enfin c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'entreprise était jusqu'à présent, la société, c'est un groupement d'individus qui se réunissent pour se partager le profit. On rajoute avec un rôle particulier vis-à-vis des questions environnementales et sociales. Donc c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose en plus, mais qui correspond à l'économie. Je ne vais pas faire un cours de philosophie grecque, mais quand on voit chez Aristote la définition de l'économie, c'est là qu'apparaît la première fois le mot économie, c'est la science de création de richesse et de partage de la richesse. Ça va se traduire comment à partir de pas longtemps pour les entreprises? Ça va être quelque chose en plus? Ça va être quelque chose d'optionnel? Ça va être une régulation? Qu'est-ce qui va changer? Alors, il y a des choses. Le fameux article 1833 qui élargit la perspective d'une société à ses composantes environnementales et sociales, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on définit une société pas uniquement en fonction de ses seuls actionnaires. Il y a d'autres horizons.
Parce que confondre la société et ses actionnaires, n'importe comment, c'était contesté par la jurisprudence, puisqu'en fait, l'intérêt social d'une entreprise, elle peut être éventuellement différente de celle de ses actionnaires. D'accord ? Donc là, on a enfin une cohérence juridique. Je le dis parce que de pseudo-juristes pensaient qu'il y avait un risque, c'est au contraire une clarification. Ce qui va être optionnel, c'est la modification de l'article 1835, très précisément. Donc 2 articles plus loin. 2 articles plus loin, mais là qui n'est qu'une option. C'est qu'on incite par cette loi les sociétés à définir leur raison d'être. Business purpose en anglais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là très fédérateur. Le premier est clarificateur, le deuxième, malheureusement c'est optionnel, c'est fédérateur. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous dites une entreprise a ça comme mission, et l'affiche et l'assume, effectivement, après, tout doit être regardé en fonction de, si vous dites, ma société est là aussi pour le bien-être nutritionnel, par exemple, dans le cas de Danone, ou pour délivrer des crédits utiles au développement économique dans le cas d'une banque, après, il faut qu'elle respecte cet objet social. Donc ça veut dire qu'on va avoir une régulation qui va aller juste derrière ? Une régulation, non, et d'ailleurs, personnellement, je ne l'espère pas, mais un regard du marché. Rien n'est plus fort que le marché, un marché ouvert, un marché qui est le marché des parties prenantes. Un débat démocratique autour du respect de cet engagement. En anglais, on dit commitment, c'est-à-dire que c'est un engagement très fort de faire ça. Donc, dans tous les cas, on a rajouté quelque chose et on n'a pas enlevé. Et ensuite, on a rajouté quelque chose en plus qui ne deviendra pas obligatoire, mais qui va, quelque part, ça va être une autorégulation de la part du marché. Oui, et puis, quelque part, un point de rassemblement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous intéressez demain, même comme actionnaire, mais aussi comme éventuellement salarié ou fournisseur et client, ça vous intéressera peut-être de comprendre la raison d'être différenciée de la BNP par rapport au Crédit Agricole, de Peugeot par rapport à Renault, voir si derrière, vous sentez un ADN différent. Aujourd'hui, les gens, vous le savez, vous avez dû l'évoquer dans vos émissions, sont en quête de sens. Et donc, dans tout ce qu'ils font, ils veulent savoir. En plus, comme j'ai dit, le mot transparence, il est omniprésent. Aujourd'hui, on veut savoir exactement qui fait quoi, pourquoi, comment et pour qui. Donc, toutes ces questions, il faut une réponse. L'explicitation de la raison d'être permet d'avancer dans cette voie. Philippe, je vous demande peut-être, pour nos auditeurs, de rappeler que cette loi a des fondements et que c'est un travail qui a commencé il y a pas mal de temps et qu'il y a déjà des entreprises qui ont commencé à réfléchir à ces sujets et à se mettre en compliance avant même que la loi ne soit votée. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur ce sujet ? Oui, un peu plus en peu de temps. En peu de temps, exactement, parce que j'ai toute une liste de questions pour vous après. Et automatiquement, je suis obligé de prendre du recul international, parce qu'encore une fois, le mouvement est le même dans tous les pays, même les pays émergents. Aujourd'hui, les gens, à partir du moment où ils traitent l'idée de à quoi sert une entreprise et comment elle interagit avec son écosystème. D'accord ? Alors, le point de départ, c'est effectivement le besoin de restauration de la confiance. Ouais. Le système a été mis à mal par la faillite. La crise d'il y a 10 ans dont on parle à peu près tous les jours en ce moment. La crise financière, la crise économique, la découverte du surendettement de l'État, etc. etc. Donc une prise de conscience massive et brutale. Massive et brutale que quelque chose avait dysfonctionné et que les barrières n'avaient pas servi à grand-chose. Donc comment constituer des barrières ? Et effectivement, la réponse, partout dans le monde, c'est d'avoir une espèce de collégialité pour la prise de décision, donc d'être ouvert au maximum pour mitiger les profils des décideurs, et en même temps d'élargir le spectre d'observation de la performance. D'accord ? Donc c'est un double élargissement. La loi Pacte vient, à ce moment-là, forcément les choses s'instillent, et elle a rejoint un mouvement de juristes très français qui observaient qu'en France, il y avait un déficit, comme je l'ai cité, de la définition même du rôle de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend concrètement ? C'est qu'effectivement, deux choses. Une modification de l'information donnée à l'ensemble des parties prenantes, et en prenant en compte leur attente et en leur rendant compte de ce qu'on a fait. C'est rendre compte et prendre compte. Donc, pour pouvoir produire ces rapports, il va falloir changer de façon de travailler à l'intérieur de l'entreprise ou entre l'entreprise et ses différents fournisseurs, stakeholders et tout son environnement. Exactement. En fait, les entreprises le font déjà, mais aujourd'hui, elles le font en silo. C'est-à-dire que
la direction commerciale travaille avec ses clients, la direction des ressources humaines avec ses salariés. Il n'y a pas, et donc donne des informations qui sont des informations en grande partie légales, mais qui sont compartimentées. Et donc, comme elles sont compartimentées, ça ne donne pas une vision globale. Donc, pour donner une vision globale, il va falloir travailler de façon collaborative. Il faut travailler de façon collaborative, interactive, Mmh. en interne, entre les différentes fonctions, et en relais avec les différentes parties prenantes. Donc ça veut dire que le directeur financier ne va plus être le pouvoir de dire non, ça va devenir quoi, un chef d'orchestre? Ça Oui. va devenir, ou est-ce qu'il va y avoir d'autres fonctions qui vont se créer? Alors, le chef d'orchestre, donc ce mouvement, il est déjà illustré par les entreprises qui ont pris le chemin, ce qu'on appelle la pensée intégrée, integrated thinking. Il y a, juste pour Il y a quelques information, années, oui. il y a les 3/4 des sociétés du CAC 40, cette année, ont publié un rapport intégré. Donc, quand vous regardez un rapport intégré, surtout les plus mûrs, je pense à celui d'Engie, je pense à celui de Solvay, par exemple, et ben, ce sont des rapports qui expliquent bien d'où vient la création de valeur et comment elle est à nouveau répartie. Et la constitution, ils expliquent que c'est une équipe pluridisciplinaire. Et ça casse les silos en interne. Donc ça veut dire que la collaboration arrive au niveau de toutes les directions. Voilà, et sans limite, puisqu'après, il s'agit de travailler avec toute sa chaîne de valeur. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, sur un plan conceptuel, dans le rapport de Tassenard, vous avez la recommandation de constituer un comité des parties prenantes qui serait une annexe, en quelque sorte, du conseil d'administration, ou tout du moins qui aurait un lien structurel avec le conseil d'administration. Il serait comme un conseil consultatif, comme le CESE au niveau des institutions françaises, par exemple. Donc les entreprises vont fonctionner de façon différente. Est-ce qu'il va y avoir aussi de nouveaux postes qui vont se créer, soit dans l'entreprise, soit dans les institutions de l'entreprise? Alors, des nouveaux postes, oui, d'abord parce que la loi a prévu, déjà au niveau de son état premier, l'augmentation du nombre d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 1000 salariés qui ont 8 administrateurs. Il y a des pressions parlementaires. C'est déjà très restrictif. Mais enfin, c'est mieux. Aujourd'hui, il y en a 1, 2, déjà, ça fait doubler le nombre de postes. Effectivement, c'est très restrictif et beaucoup, au niveau du Parlement, voudraient revenir sur les préconisations du rapport Nota-Sénard, qui allait beaucoup plus loin, qui allait beaucoup plus loin, puisqu'il disait d'abord, il baissait le seuil à 500, ce qui faisait beaucoup plus d'entreprises, et deuxièmement, beaucoup d'entreprises qui ont plus de 12 administrateurs, il disait dans ce cas-là, c'est pas 2, c'est 3, pour qu'il y ait un ratio suffisamment visible, à peu près 25%. Sachant que la moitié des pays de l'Union européenne ont des administrateurs salariés au sein de leur conseil. Alors, bien sûr, le bon élève qu'on cite toujours, c'est l'Allemagne, dont 50% des sièges sont en cogestion, salariés, oui, bien sûr. Mais aussi d'autres pays sont là. Donc la France, ça serait pas, pour autant, n'aurait pas basculé dans un camp post-marxiste. Donc les salariés vont avoir possibilité d'arriver dans des conseils d'administration de façon plus importante. Plus importante, et une fois que ça, assumer une co-responsabilité. C'est bien ça le principe, c'est ce qu'on appelle la co-détermination, c'est-à-dire que le destin collectif, qui concerne autant les salariés que les actionnaires, d'ailleurs que les clients et les fournisseurs, il doit être géré en commun et non pas au service d'une seule catégorie. Le problème se posait de savoir si les représentants des clients et des fournisseurs devaient être au conseil, mais là, il y a un peu de conflit d'intérêts. On peut avoir un vrai problème. Et notamment, les parties prenantes, entre guillemets, salariés, disaient qu'elles étaient quand même pas plus importantes, mais plus au quotidien, et leur destin personnel, il est complètement lié, donc ça fait sens. Est-ce que ça va se traduire par une législation obligatoire, ou est-ce que ça va se traduire par quelque chose d'optionnel? Alors, en plus des administrateurs, je veux dire, en termes de reporting et de façon de présenter l'information. Parce que pour l'instant, le rapport intégré, il est plutôt de façon volontaire, d'après ce que j'ai pu comprendre. Le rapport intégré, il est de façon volontaire, les gens qui s'en occupent, comme moi, militent pour que ça reste volontaire. En revanche, c'est très proche de la directive sur les informations non financières qui est publiée par le Parlement européen, et qui donne en France une obligation, comme aux autres pays, de donner des informations extra-financières. La seule différence, c'est qu'elles ne sont pas forcément interconnectées avec la performance financière, ce qui est le but du rapport intégré. Alors le rapport intégré, quand même, ça sert de locomotive à tout ça. D'ailleurs, dans la réglementation européenne, il est dit que l'horizon, c'est quand même la publication de rapport intégré. Pour tout le monde ou pour les entreprises d'une certaine taille? Pour les entreprises d'une certaine taille. Mais dans les faits, quand vous êtes dans un système de chaîne de valeur, vous êtes obligé de faire évoluer les gens qui sont vos sous-traitants, vos co-traitants, etc. J'ai très peur pour les petites entreprises. Là, je me dis que les petites entreprises vont devoir prouver encore beaucoup d'autres choses que ce qu'elles font déjà aujourd'hui, non? Non, vous savez, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose.
sans le savoir. Les petites entreprises, elles savent parfaitement quels sont les enjeux clients, quels sont les enjeux. D'ailleurs, un chef de petite entreprise, il maîtrise tout ça. Ou alors, s'il ne les maîtrise pas, il y a un problème. Et il le maîtrise, mais il n'a pas forcément le temps de l'écrire et de le prouver et de le présenter. C'est surtout ça. Mais de l'enregistrer et de faire des tableaux de bord simplifiés. Si, c'est possible. D'ailleurs, il y a une société holding de private equity qui s'appelle Euraseo PME. Ouais, qui a été très innovante, très précurseur en tout cas dans ce domaine. Tout à fait. Et qui publie bien sûr un rapport intégré depuis plusieurs années. Qui demande à toutes ses filiales ou toutes ses participations de publier le même type de rapport. Je l'ai lu, il est magnifique. Exactement. Je reconnais. Et donc pour des sociétés qui parfois sont quand même assez petites, ça n'a pas posé un problème fondamental. Parce que quand une société, notamment les entreprises familiales, veulent sortir et qu'il y a des due diligence en face en cas de rapprochement, c'est ça, c'est l'ensemble de données. Donc c'est juste la mise en forme qui pose problème, mais les données, elles sont là. Vous dites c'est quelque chose qu'on va apprendre à faire et ça devrait se faire pas forcément dans la douleur et certainement pas de manière obligatoire ou pas obligatoire, ou violente. Pas obligatoire parce qu'il s'agit d'expliquer la réalité de l'entreprise et non pas de cocher des cases. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont fait des déclarations par rapport à cette loi Pacte en disant, nous, on prend acte et nous, on va faire ça en avance pour montrer tout ce qu'il est possible de faire. Parce qu'on est en train de décrire une loi où il y a pas mal d'articles, qui est assez fourre-tout. En termes de gouvernance, qu'est-ce qui fait date aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a des petites entreprises, des grandes entreprises? Comment ça se passe sur le marché? On va être. Il y a deux sujets déterminants pour répondre à cette question. Et parfois, il y a une confusion de langage. D'abord, il y a l'engagement sur la raison d'être, 1835. Oui. Beaucoup de chefs d'entreprise. Celle qu'on complète. Voilà. L'article qu'on complète. L'article. Non, ça c'est le 1833. Le 1833, on le complète en disant. L'autre, c'est un optionnel. Pardon, vous voyez, je me suis déjà trompé. C'est une option de dire finalement, ça peut être utile de définir votre raison d'être. Et donc, vous avez des groupes qui soient bancaires, dans l'alimentaire, dans les infrastructures, qui ont dit, nous, on va définir notre raison d'être. C'est-à-dire, quand vous lisez le rapport intégré, ils le définissent déjà, tous ces groupes-là. Donc, ils disent quoi? Donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qui a changé? Comment ils se sont présentés de façon différente? C'est-à-dire qu'ils ont été obligés de se mettre d'accord au niveau du conseil d'administration et du COMEX, mais aussi au niveau de dialogue avec les parties prenantes, les salariés, tout ce que vous voulez, sur qu'est-ce qui fait que le Crédit Agricole est le Crédit Agricole, que Danone est Justement, Danone. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils ont dit, vous allez dire, c'est minimaliste. Mais c'est reconnaître... Moi, ils sont sûrs de pas trop se tromper. Une fois que c'est publié et que c'est annoncé, on a quand même un devoir de transparence et d'exécution par rapport à ce qu'on a dit. C'est plus petit comme un dénominateur, mais ça simplifie la compréhension par le reste du monde. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? À quoi sert une banque? Dans le cas du Crédit Agricole, je connais pas, j'ai pas le texte sous les yeux, mais c'est le but suprême du Crédit Agricole, c'est de contribuer par la délivrance du crédit au développement de l'activité économique et à la juste répartition de la valeur sur les territoires, puisqu'ils sont très implantés dans l'ensemble des territoires. Voilà une définition. Vous m'avez parlé de Danone aussi, qui avait quelque chose d'assez... Alors Danone, lui, veut pousser le bouchon plus loin, parce que Danone, donc, non seulement veut définir sa raison d'être, qu'il a déjà définie, explicité officiellement, qui est d'assurer, de contribuer à une alimentation saine, mais aussi, il se bat... Oui, sur un statut spécial qui a été aujourd'hui rejeté par le projet de loi, par le gouvernement, mais qui n'était pas non plus dans le rapport de Nata Sénard, sur l'entreprise à mission. C'est-à-dire que là, l'entreprise à mission, ça sera un nouveau statut de l'entreprise qui permettrait à l'entreprise, par exemple, de dire, sur mon résultat, X vont aux actionnaires et X va aux associations qui militent pour la fin dans le monde. Ça serait une structure très critiquée par certains milieux parce qu'elle est automatiquement bloquante, elle empêche n'importe qui de se rapprocher, elle est très très contraignante sur un plan statutaire. Mais cette option... Ça peut jouer le rôle d'un poison pill en cas d'OPA ou en cas de... Il ne peut pas y avoir d'OPA sur une entreprise à mission. Parce qu'en fait, personne ne va... sauf quelqu'un de très convaincu, auquel cas... Au départ, c'est né aux États-Unis par le mouvement, une société qui s'appelle Patagonia, justement pour protéger l'état d'esprit qu'avaient les fondateurs de contribuer à la welfare en général. Donc on devrait avoir des débats qui vont être assez agités dans la semaine qui vient. Assez agités et puis effectivement des rigidités parce que les oppositions sont pas très claires là-dessus.
D'autant que le mot mission, il est dans l'élargissement du principe. Mais ça, c'est acquis. C'est acquis. La raison d'être, c'est acquis, mais c'est une option. Mais il reste la mise en musique. Il reste la mise en musique et puis ce statut particulier de l'entreprise à mission. Philippe Schlesrad, je vous remercie. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain